Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour et merci de nous avoir rejoints. Nous sommes donc à l'école alsacienne où nous étions dimanche. Enfin, à vrai dire, il est dimanche, mais c'est mercredi que sera mis en ligne cet enregistrement complémentaire. Nous sommes autour de Farhad Khosrow-Khavar pour une émission thématique sur l'Iran, la première en public à l'école alsacienne. Et quand je dis nous, c'est Lucille Schmid, membre vice-présidente de la Fabrique écologique, Richard Verly, correspondant à Paris du quotidien en ligne suisse Blick.fr, et Lionel Zinsou, président de la Fondation Terra Nova et ancien Premier ministre du Bénin. D'ores et déjà, première question, monsieur, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais savoir qu'est-ce qui motive la haine du régime iranien à l'égard d'Israël, alors qu'à l'époque du Shah, il y avait une très bonne relation. Farhad Khosrow-Khavar. La haine contre Israël. Et ça aussi, c'est l'un des phénomènes, si vous voulez, liés à ce qu'on pourrait appeler l'existence symbolique du régime. Le régime a échoué, et là, je l'ai montré dans ce livre, sur le plan économique, écologique, social, anthropologique, bref, sur tous les plans. Il reste deux points sur lesquels il est inflexible, tout simplement parce que ce sont les deux seuls points, si vous voulez, où il n'a rien à réaliser, il n'a qu'à réprimer, à savoir les femmes, leur voile, et Israël. Pourquoi cette espèce de haine d'Israël? On peut dénoncer, d'ailleurs des Israéliens le font, l'impérialisme israélien contre le Palestinien, on peut dénoncer énormément de choses, mais la reconnaissance de l'État d'Israël est un fait incontournable pour n'importe quel régime. Je crois que cela fait plus d'un demi-siècle que le régime est là, et que compte tenu de la situation, il est tout à fait ridicule d'en nier l'existence. Par conséquent, c'est une sorte de point sur lequel l'élite politique et militaire du régime, en un sens, trouve une sorte d'unanimité. C'est les deux seuls points, ça et les femmes. Parce qu'ils n'ont pas d'autres réalisations, je veux dire. Sur le plan développement économique, par exemple, on sait très bien qu'il y a une régression, d'ailleurs ça a été noté aujourd'hui, de l'économie iranienne qui est indubitable. Sur tous les plans, il y a une régression aveuglante. Par conséquent, ces deux points sont devenus en quelque sorte les deux seuls points d'unanimité de cette espèce d'État prédateur, comme je l'appelle, si vous voulez, qui se dote d'une sorte d'unité symbolique. Moi, je crois que c'est cela, rien de raisonnable, de rationnel, de légitime dans cette espèce de déni d'existence à Israël. D'ailleurs, je crois que ça arrange aussi l'extrême droite israélienne, parce que, comme ça, face à cet ennemi implacable, elles peuvent toujours aller encore plus loin dans leur extrémisme, si vous voulez, sur tous les plans. Moi, je crois que si le verrou iranien saute, eh ben, la politique israélienne aura du mal à jouer sur la peur, comme il le fait même à présent, face à un Iran qui peut être dangereux. Hein. Il ne faut pas en sous-estimer le caractère nocif. Mais disons que là aussi, on voit bien que l'extrême droite israélienne exploite le danger iranien dans le sens d'une fermeture encore plus grande face aux problèmes majeurs que sont les Palestiniens, l'État social en Israël et les libertés politiques au sein de cet État, comme on le voit maintenant dans les manifestations contre l'État israélien. Monsieur. Oui, bonjour. La semaine dernière, j'ai assisté à la première représentation en France du film « Cet hiver à Téhéran », qui raconte l'histoire du procès de cette jeune femme violée qui a tué son agresseur et finalement qui a été exécutée.
Alors, ce qui m'a frappé, d'ailleurs, comme en général dans tout le cinéma iranien, c'est une espèce de contradiction qu'on trouve entre une extrême modernité du pays et des réseaux sociaux, et là, ce documentaire ayant été tourné en partie en caméra cachée avec des smartphones, et en même temps l'extrême archaïsme de cette justice qui se base sur la loi du talion pour condamner la jeune femme, et même en même temps s'en défausser sur la société civile, puisque en définitive, ça n'est pas le bourreau qui a exécuté cette jeune femme, mais le frère de l'agresseur. Donc, comment expliquez-vous cette espèce de contradiction entre un modernisme et un archaïsme dans cette société? Farhad Khosrow-Khavar. Vous savez, en Iran, il y a aux alentours de 10% de la population qui abonde dans le sens du régime. Et ce 10% constitue précisément le clientélisme de ce régime, puisqu'il est soutenu par le régime, mais aussi une forme d'archaïsme fossilisé. Donc les deux phénomènes se nourrissent mutuellement. Mais l'écrasante majorité de la population, si vous voulez, est contre ce phénomène. Et là, on le voit très bien dans la manière dont les jeunes ont relié ce que j'appelle, moi, la liberté existentielle et la liberté politique. Dans ce mouvement, et je crois que c'est les innovations anthropologiques de ce mouvement qui sont vraiment fondamentales. Il faut vraiment se pencher dessus pour comprendre la société iranienne, mais aussi l'évolution des nombres de sociétés du Moyen-Orient, si vous voulez, contre ces États qui sont devenus les obstacles majeurs, en quelque sorte, à leur auto-affirmation. Eh bien, on voit bien que les femmes ont commencé par le voile imposé, le rejet du voile imposé, et l'affirmation de vouloir s'approprier leur corps, d'avoir l'autonomie dans leur corps. Et là, moi, j'avais fait de la philosophie, si vous voulez, dans ma jeunesse, je crois que finalement, il y a des thématiques que Michel Henry et Maurice Merleau-Ponty auraient trouvées extrêmement intéressantes dans l'illustration de leurs pensées. Ce phénomène, si vous voulez, commence donc par cette liberté anthropologique, mon corps, et se termine par la liberté politique. À bas la dictature, la volonté d'une démocratie ouverte, où les femmes soient des citoyennes à part entière. Donc on voit bien comment il y a cette espèce de lien entre l'anthropologique et le politique qui se noue au sein de ce mouvement. Et ça, c'est la première fois. En 2009, il y avait eu cette espèce de citoyenneté politique, mais qui n'avait pas de contrepoids au niveau existentiel. C'était une sorte de notion abstraite. Et un second point qui me paraît tout aussi essentiel dans ce phénomène qui dénie à l'archaïsme de ces 10%, si vous voulez, de la légitimité, c'est l'assomption de la modernité sans arrière-plan de culpabilité, comme je l'ai noté en passant. Qu'est-ce que cela signifie ? Vous savez, dans les années 1970, en Iran et dans nombre de sociétés musulmanes, le fait d'être moderne était accompagné d'un sentiment de culpabilité profonde. Ah, je deviens moderne, donc je ne suis plus musulman. Je ne suis plus musulman authentique. Je ne suis plus un Iranien authentique. Je ne suis plus un Arabe authentique. Eh bien, ce sentiment-là, qui était en un sens majeur dans la promotion des nouvelles formes de dictature, eh bien, ça a totalement disparu. Je suis moderne, je suis comme moi, et je l'assume entièrement. J'ôte le voile et je ne pense pas être coupable d'enfreindre les lois de l'islam parce que c'est moi qui décrète. Donc il y a vraiment une sorte de recentrage sur l'individu au sens d'une anthropologie de la modernité qui est vraiment l'un des caractères innovants de ce mouvement. Madame. Oui, donc bonjour. Bonjour. Vous avez parlé du double jeu des gouvernements européens à l'égard de l'Iran. Monsieur Macron se rapproche de plus en plus de l'Iran. Ce rapprochement, finalement, est perçu par une partie des Libanais opposés au Hezbollah comme une trahison de sa part. Qu'en pensez-vous ? Farhad Khosrow-Khavar. En fait, le président Macron, si vous voulez, a reçu les féministes iraniennes
et je crois que c'était un acte symbolique indéniablement. Mais encore une fois, cet acte symbolique qui a eu des conséquences du côté iranien, par exemple, le fait que les femmes à double nationalité franco-iranienne soient maltraitées, etc., bon, a eu une influence. Mais par ailleurs, encore une fois, c'est l'État qui, au niveau des symboles, abonde dans le sens de ce mouvement, mais au niveau de la réalité, si vous voulez, ne franchit pas le pas. Encore une fois, par exemple, le ministre des Affaires étrangères n'a pas souscrit à la déclaration, si vous voulez, de l'armée des Pasdaran comme étant une organisation terroriste. Je vous donne ces exemples-là. Donc, c'est cette espèce de double jeu des États, si vous voulez, qui ne se restreint pas à l'État français, mais qui aussi englobe pratiquement tous les États européens. On peut le décrire, si vous voulez, en long et en large. En Allemagne, c'est pareil, en Belgique, au Canada. Bref, face à des États, si vous voulez, un peu caméléons, enfin, qui affirment symboliquement le soutien à ce mouvement, et qui, dans la réalité du pouvoir, évidemment, joue un autre jeu. Monsieur, puis monsieur, puis monsieur. Il me manque de femmes, si j'ose dire. Allez-y. Voilà, Linda. Alors, monsieur, puis madame. Je vous en prie. Bonjour. Sur le programme nucléaire, j'ai 2 questions. Déjà, est-ce qu'on sait ce qu'en pense la population ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un appétit pour être une puissance nucléaire ou non ? Et même question sur la Chine. C'est-à-dire, est-ce que la Chine voit d'un bon œil l'accès de l'Iran au statut de puissance nucléaire ? Et suite au rapprochement, qu'est-ce qu'il pourrait faire et qu'est-ce qu'on peut un petit peu attendre sur ce sujet-là ? Farhad Khosrow-Kamar. Sur ce plan aussi, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant pour ce qui est du décalage entre la société iranienne et l'État iranien. Si vous voulez, j'ai analysé un peu le contenu du rap iranien dans ce livre, où j'essaie de montrer que il y a comme une sorte d'intellectuel de rap qui s'est constitué à côté de cet autre phénomène majeur d'intellectuelles féministes iraniennes. Le rap iranien a son côté très innovateur, un peu comme le rap français par rapport au rap américain, qui a aussi vraiment ses lettres de noblesse. Alors, dans le rap iranien, on voit bien la dénonciation de la Russie et de la Chine, qui sont devenus des impérialismes en substitution à l'Occident. Et ce sentiment que l'Occident doit être, en un sens, traité sous une forme beaucoup plus modérée que ne le fait le régime iranien. Le régime iranien, si vous voulez, diabolise l'Occident. C'est vraiment basé sur cette espèce de manichéisme qui consiste à dire l'Occident, et notamment les États-Unis, sont, en un sens, le grand démon. C'est l'expression, le grand démon. Shaitan et Bozosh. Alors, dans la société civile iranienne, du fait même de l'expérience de la diaspora, puisqu'il y a la diaspora iranienne en Occident, il y a un rapport beaucoup plus modéré vis-à-vis de l'Occident. Un rapport beaucoup plus tempéré. Et donc, cette espèce de rapprochement avec la Chine et avec la Russie est perçu comme, avec suspicion, comme étant l'expression d'une volonté de faire pièce à l'ouverture de la société iranienne, ce qui est vrai. En d'autres termes, je pense que au sein de la société iranienne prévaut une forme d'occidentalophilie qu'on trouve peu dans la région, compte tenu de l'histoire de la région. L'Iran est passé quand même par un régime qui, depuis plus de 4 décennies, affirme la diabolicité de l'Occident. Or, il y a par exemple un slogan que j'ai analysé et qui dit « Le régime affirme que l'Occident est diabolique ». Eh bien non, le diable est chez nous, à savoir c'est le régime. Bref, il y a comme une rupture aussi dans ce système
de partage symbolique entre le bien et le mal, où l'Occident était, pendant la révolution de 1979, le pôle du mal, compte tenu de l'histoire des relations avec les États-Unis et la répression du mouvement de Mossadegh par les États-Unis et l'Angleterre. Maintenant, il y a comme une sorte de rééquilibrage, volonté de nouer et de renouer avec le monde extérieur, tout en affirmant le droit de vivre de la nation iranienne, mais non pas dans un rapport antagonique vis-à-vis de l'Occident, mais dans une forme de convivialité partagée. Vous venez de parler de votre analyse du rap iranien et aussi des slogans qui sont quelques-unes des originalités de votre livre. Et j'ai oublié de préciser tout à l'heure que votre livre sera en vente à la sortie de cette rencontre dans le hall de l'école alsacienne et que vous le dédicacerez, j'imagine, si on le souhaite. J'ai oublié, c'est vous, monsieur Lao. Oui, merci. Lionel Zinsou a insisté sur l'effondrement de l'économie et je voulais savoir quelles étaient les capacités du gouvernement à continuer à soutenir des mouvements chiites à l'étranger. Je pense notamment au Hezbollah libanais. Est-ce que vous pensez que ça, ils vont avoir plus de mal à continuer à apporter un soutien financier comme ils le font aujourd'hui? Farhad Khosrow-Kamar. Vous savez, le Hezbollah a été porté sur les fonds baptismaux par le régime iranien. À l'origine, c'est l'Iran qui a financé le Hezbollah pour qu'il devienne un acteur politique majeur au Liban. Et évidemment, à coût de millions et de dizaines de millions de dollars. Actuellement, l'Iran est dans une situation de difficulté économique majeure. Elle ne peut pas financer et subventionner autant que par le passé. Mais les liens ne sont pas distendus. Je veux dire, il existe des liens. Ceci étant, un certain nombre de gens qui étaient soutenus par le régime iranien via le Hezbollah ne reçoivent plus, si vous voulez, ces primes d'allégeance vis-à-vis du Hezbollah. Donc, il y a un vrai problème vis-à-vis du Hezbollah. Mais je crois que cela ne touche pas, du moins jusqu'à présent, selon mes informations. Je discutais avec un sociologue libanais il y a encore quelques jours à ce sujet. Le Hezbollah est en crise de légitimité au sein de la société libanaise, mais cela ne signifie pas pour autant, si vous voulez, sa disparition. Il sera toujours là, du moins jusqu'à nouvel ordre, et une capacité d'intervention et de nuisance, selon les points de vue, si vous voulez, qui est loin d'être négligeable. Je ne crois pas que ça va changer fondamentalement la donne, même si ces capacités d'action au sein de la société libanaise sont beaucoup plus restreintes que par le passé. Lucille Schmitt. Oui, moi j'avais envie de vous interroger sur cette possibilité une sorte d'interaction. Vous avez décrit l'armée des Pasdaran, vous avez décrit la société, les 10% qui sont au fond les alliés du régime. Est-ce qu'il est possible d'imaginer entre ces blocs quelque chose qui à un moment se distende et la possibilité, je sais pas, d'un lien, d'une interaction, d'intérêts communs, et ça me semblerait la seule manière que les choses évoluent politiquement. Vous avez parlé de Maurice Merleau-Ponty, vous avez dit l'existentiel rejoint le politique, mais à un moment, comment est-ce que le politique pourrait exister de manière, j'allais dire, presque autonome de l'existentiel ? Vous savez, je crois que cela dépend de la vie du guide suprême, l'Ayatollah Khamenei. C'est lui qui unifie en quelque sorte le pouvoir répressif. C'est lui qui est à l'origine de cet affermissement en quelque sorte de l'armée des Pasdaran comme levier essentiel du pouvoir. Tant qu'il est en vie, la probabilité est faible pour que le régime, si vous voulez, s'écroule du fait d'une dissension majeure entre les différents pans du régime. Mais on sait très bien, parce qu'on a maintenant les hackers qui ont déchiffré en quelque sorte les réunions secrètes du régime avec l'armée des Pasdaran et le guide suprême, et que c'est qu'au niveau intermédiaire et au niveau plus bas, les Bassidji, si vous voulez, c'est un peu le fer de lance des Pasdaran contre les manifestants, contre les troubles urbains. Eh bien,
et marque une sorte de profond désarroi, parce qu'il y en a parmi eux, dans leur famille aussi, des gens qui vont manifester. Et par conséquent, que le système est aussi marqué par des décalages au sein des organismes de répression au niveau le plus bas. Et cela s'accentuera vraisemblablement avec la mort de Khamenei. Il a quand même plus de 80 ans. Apparemment, il mange bien, mais il bénéficie aussi un peu des ressources sans limite de l'État iranien, sans compter. Alors, cela étant, je ne pense pas qu'il puisse être éternel et que l'un de ces quatre, il partira pour ses partisans au paradis et pour les autres en enfer, peu importe. Tout le problème est que une fois parti, il va y avoir des dissensions qui déjà sont perceptibles au sein de ce pouvoir, au sein de l'armée. Le problème essentiel, c'est que c'est cette armée qui pose problème. Vous savez, dans une grande partie du monde musulman, et même au-delà, quand une armée devient aussi une instance économique majeure, en Iran, on affirme qu'il y a plus de 40% de l'économie iranienne en un sens sous sa tutelle, ce qui est énorme. En Égypte aussi, au Pakistan, en Arabie Saoudite aussi ça commence. On le voit très bien en Algérie. Bref, quand l'armée devient une sorte de mastodonte économique, la déloger n'est pas chose facile. Et les mouvements sociaux qui contestent son hégémonie, si vous voulez, sont, comme par exemple dans le cas égyptien, temporaire. L'Égypte, avec la révolution de janvier 2011, on a vu comment ça s'est passé. Par la suite, l'armée est revenue, en quelque sorte, avec la complicité d'une partie de la société civile contre la gabegie des frères musulmans qui n'ont pas su gérer la situation économique et politique du pays. Madame. Oui, moi je voudrais revenir un instant sur la condition de la femme en Iran, parce que vous avez souligné qu'il y avait une forte proportion d'étudiantes, des millions, et puis on a tous en tête l'image de la femme iranienne qui a un foulard certes, mais qui est un foulard quand même très discret, qui n'empêche pas de montrer comment elles sont belles et comment elles aiment être belles. Par rapport aux exigences vestimentaires dans des pays comme l'Égypte, l'Arabie Saoudite, et une exigence terrible sur le plan de l'éducation en Afghanistan, finalement, les femmes en Iran, elles sont plutôt chanceuses. On dirait même qu'elles sont près du but. Et comment ça se fait que ça ne déclenche pas plus ? Le problème essentiel, c'est que les femmes en Iran ont le sentiment d'être des citoyennes à part entière. Et la situation de la famille, anthropologiquement, où la femme et l'homme vivent en quelque sorte en symbiose avec une famille réduite et où les relations ne sont plus les relations du passé, eh ben cela remet en cause en quelque sorte le patriarcat traditionnel. Par conséquent, il y a comme une sorte de mal de vie chez les femmes qui existe aussi chez les hommes, mais de manière beaucoup plus accentuée, et qui fait qu'ils n'acceptent pas cette espèce d'infériorisation au nom de l'islam traditionnel et orthodoxe. On le voit très bien d'ailleurs dans le port du voile. Le régime a été obligé d'introduire ce qu'on appelle les mal voilées, bad hijab. Les mal voilées sont celles qui, en un sens, pervertissent le rôle du voile. Le voile est fait pour désexualiser la femme, alors que les femmes, les jeunes femmes surtout, se servent du voile pour se sursexualiser. Mettant des rouges à lèvres très épais, beaucoup de couches, etc. Vraiment, les doigts peinturlurés de manière très fantaisiste, etc. Par conséquent, le régime est face à cette espèce de perversion du rôle du voile, contre lequel il a eu recours à la violence. Mais il a vu que la violence au sein
qui a abouti à la mort de Mahsa Amini, a pu déclencher ce mouvement. D'ailleurs, ça aussi, c'est un phénomène extraordinaire. Que les femmes puissent, en un sens, lancer un mouvement, le régime était à 1000 lieues de l'imaginer. Eh bien, le phénomène s'est produit et ils ont été interloqués par cette capacité d'action des femmes et surtout par la complicité entre les femmes et les hommes dans le déclenchement de ce mouvement et dans sa continuation pendant plusieurs mois. D'habitude, ils arrivent en quelque sorte à mater les mouvements par la répression en quelques semaines. Or, cela a duré plus de 4 mois, si vous voulez, de manifestations. Et même maintenant, les femmes, il y en a beaucoup, surtout chez les jeunes, qui refusent de porter le voile. On les harcèle. Par exemple, il y en a. Le régime essaie, en quelque sorte, de promouvoir ce qu'on pourrait appeler la plèbe contre les femmes. C'est-à-dire, c'est pas nous qui faisons. C'est les gens, si vous voulez, qui sont heurtés par le dévoilement des femmes et qui agissent. Et là, il y a un épisode, quelqu'un dont on sait très bien qu'il est au service du régime, puisque les réseaux sociaux l'ont dévoilé, c'est quelqu'un qui est payé par le régime, et ben, qui a déversé 2 kilos de yaourt sur la tête d'une femme qui ne portait pas de voile. Et là, il y a eu une indignation très profonde de la part des gens qui l'ont dénoncé, qui ont dit qu'il était vraiment solde du régime, et par conséquent, ce n'est pas autonome. Tout le problème est que le régime est pris précisément dans cet entre-deux. Au lieu de céder sur un certain nombre de points pour assurer sa propre survie, eh ben, il a choisi l'intransigeance. C'est que le voile des femmes est devenu, si vous voulez, comme l'opposition absolue à Israël, si vous voulez, les 2 points sur lesquels le régime fonde son unité symbolique. Monsieur. Oui, on a vu les attaques récentes contre la démocratie en Israël par le gouvernement Netanyahou. Je voulais un peu savoir votre avis là-dessus et pour faire le lien avec le thème du jour, bien sûr, les conséquences éventuelles sur l'Iran et la politique iranienne. Merci. Farhad Khosrow-Kamar. J'ai pas très bien entendu. Je m'excuse, je commence à avoir des oreilles qui tintinabulent, mais bon, c'est l'âge, c'est le privilège de l'âge. Alors, je vous interrogeais en fait sur Israël, le mouvement récent et les conséquences que ça peut avoir sur la politique iranienne ou pas. Je crois que actuellement, si vous voulez, cela ne change pas fondamentalement l'action d'Israël en Iran. Le dernier volet de cette action a consisté à conclure une alliance avec l'Azerbaïdjan, si vous voulez, pour l'utilisation de son territoire, notamment pour l'installation de missiles qui pourraient intercepter les missiles iraniennes, si vous voulez, qui seraient lancés contre Israël ou contre, par exemple, l'Arabie Saoudite et d'autres. On sait bien que l'Iran est maintenant capable de faire une bombe atomique. Et même Israël le sait parce que 80%, 84%, enfin, je veux dire, les États-Unis, enfin, l'armée américaine, les porte-paroles reconnaissent que l'Iran a cette capacité. Et donc, il faut essayer, en quelque sorte, de contrecarrer l'Iran dans l'envoi, en quelque sorte, éventuel de bombes par la suite. Et là, Israël a donc noué une alliance avec Azerbaïdjan et avec les autres pays arabes, alliance implicite, secrète, mais qui existe. Bref, je ne crois pas que la situation actuelle en Israël soit de nature à faire changer quoi que ce soit en Iran dans la relation, dans la non-relation avec Israël. Madame, ce sera notre dernière intervention. Bonjour. En fait, je veux dire quelque chose que je suis sûre, M. Khosrow-Kamar, pour expliquer mieux que moi. Mais je voudrais dire que le voile, c'est la porte pour tous les censeurs qui viennent d'après. Le voile, c'est pas juste un objet qui cache le corps et le chevelure des femmes.
Et comme on oblige le voile, il y a le chant qui devient interdit, la danse qui devient interdite et toute la société iranienne qui est devenue sexualisée après la révolution iranienne. Ça veut dire les piscines, les stades, les mers, les écoles, tous les lieux publics deviennent sexualisés. Les femmes et les hommes, ils étaient obligés d'être séparés. Moi, je suis née 2 ans avant la révolution. J'ai des photos familières dans les plages de mer que les femmes et les hommes, les parents allaient avec leurs enfants, les frères, les sœurs sortaient ensemble. La République islamique sépare les familles et sexualise la société entièrement. Le voile, ce n'est pas juste cacher les chevelures ou le corps des femmes, c'est sexualiser et interdire la culture et interdire l'art. Comme le voile est obligé, l'art devient censuré, la culture devient censurée. Et c'est toute la société qui est écrasée. C'est ça le pouvoir totalitaire. La différence avec le pouvoir dictateur, parce que le pouvoir dictateur, il pense qu'il a son pouvoir, mais dans le totalitaire, il veut corriger et contrôler l'intime et le privé et tous les aspects sociaux. Et après, sur ce qui est, par exemple, les femmes en Iran, ils ne sont pas chanceuses, ils sont courageux. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu un épisode très liberté et avoir tous les droits égaux avec les hommes à l'époque de Shah. Les femmes, ils étaient juges, les femmes, ils étaient ambassadrices, les femmes, ils étaient ministres, il y avait les femmes sénatrices. Il ne peut pas effacer tout. Si ce régime, il voulait, et il pourrait effacer, il effaçait. Maintenant, on n'avait pas les femmes rebelles comme aujourd'hui. Les femmes, ils ont eu tout. En Iran, avant la révolution république islamique, les femmes, ils avaient le droit d'avortement. On est arrivé à ce niveau, on a perdu toute cette égalité et la justice pour les femmes. Et le Shah était dictateur, mais il n'était pas totalitaire. Et les femmes, ils ont perdu tout ça après la révolution. C'est ça que les femmes, maintenant, ils sont encore très courageux par rapport aux femmes des autres pays musulmans. Peut-être qu'ils prennent le voile et ils le brûlent. Voilà, c'est 2 choses que je suis sûre que M. Khosrow-Khavar, il va expliquer beaucoup mieux. Si vous me répondez, je serai ravie. Mais j'avais envie de dire, j'avais pas envie de m'empêcher. Merci. Merci. Vous savez, les phénomènes sociaux ont une dimension souvent paradoxale. Sous le Shah, évidemment, les femmes bénéficiaient de beaucoup plus de liberté que sous le régime islamique. Mais c'était des libertés octroyées. C'est pas elles qui étaient à l'origine de son obtention. C'était le régime du Shah qui leur donnait cette liberté pour marquer sa modernité. Or, maintenant, en Iran, il y a la constitution de ce qu'on pourrait appeler des citoyennes iraniennes qui luttent à armes égales avec les hommes pour l'obtention des droits fondamentaux. Et puis, le champ culturel iranien, sous le Shah, si vous voulez, était occupé quasi exclusivement par les hommes. Mais il y avait quelques femmes écrivaines, poétesses, etc., mais elles n'étaient pas nombreux. On pouvait les compter sur les doigts de 2 mains. Et bien maintenant, le champ culturel iranien est occupé par des femmes. Les romanciers sont des romancières, en une très grande mesure. Plus de la moitié de la production littéraire iranienne est faite par des Iraniennes. Elles sont lues. Elles produisent. De même, pour ce qui est de l'art, pour ce qui est de la peinture, pour ce qui est de la science, je veux dire, le dernier cas, c'est cette femme iranienne qui avait fait ses études en Iran et qui a émigré aux États-Unis et qui a obtenu médaille Fields de mathématiques il y a quelques années avant de mourir tragiquement d'une maladie incurable. Les femmes se sont constituées en actrices à part entière sous le régime islamique. Et en dépit de ce régime islamique. C'est pour cette raison qu'il faut bien comprendre la différence dans la nature des 2 phénomènes. Du temps du Shah, elle bénéficiait des libéralités de ce régime impérial et qui était quand même tout à fait légitime. Mais à présent, on est face à des femmes qui savent lutter souvent au prix de leur vie,
J'ai essayé de noter dans ce livre le nombre des féministes iraniennes qui ont consacré leur vie à leur lutte et qui ont passé des années entières en prison et qui continuent à le faire et qui montrent, du fait même de leur action sociale et politique, si vous voulez, l'émergence de la citoyenneté conjuguée au féminin. C'est ça, finalement, le plus important, à savoir que les femmes ne sont plus les femmes d'il y a 40 ans. Ce sont des femmes beaucoup plus conscientes, en quelque sorte, de leur situation et beaucoup plus proches de ce qu'on pourrait appeler la modernité en termes de conscientisation que par le passé. Merci Farhad Khosrow-Khavar. Merci d'avoir consacré cette matinée à répondre à nos questions. Merci à l'école alsacienne qui nous a accueillis. Merci à Laurie Galigani et Fabrice Gros qui ont enregistré ces échanges. Et merci au public qui a montré par son nombre et par ses questions son intérêt pour notre thématique.